Jordan Bardella aurait proposé après les législatives de 2024, enfin après la dissolution de 2024, donc au moment des législatives, au moment où il était à ça d'être à Matignon, hein, il s'y voyait déjà Bardella, il disait let's go, je vais être Premier ministre. Et non, il a perdu. Grâce à nous et grâce au NFP. Souvenez-vous quand même, ça on pourra pas dire le contraire. Bon, l'union de la gauche là en ce moment, c'est plus trop dans l'air du temps, mais rappelons-nous quand même que le NFP ça a fonctionné. Hein. On s'attendait à avoir Bardella Premier ministre, hein. Il s'attendait lui-même à être Premier ministre, et bim, troisième comme une merde. Donc là-dessus, moi je cracherai jamais dans la soupe. Voilà, bref, peu importe, je voulais pas parler de ça à la base. Mais toujours est-il que Bardella, au moment des législatives 2024, selon Mediapart, qui est quand même généralement plutôt carré au niveau des infos qu'il donne, aurait proposé à Cyril Hanouna d'être le directeur de l'Arcom s'il était Premier ministre. Cyril Hanouna, ce gros bouffon directement à la solde de Bolloré. Hein. Cyril Hanouna qui a quand même dit, en parlant de son patron Bolloré, le propriétaire de la chaîne, il a quand même dit à Louis Boyard, on ne mord pas la main qui te nourrit. Le mec s'est lui-même mis dans le rôle du clébard qui bouffe dans la main de Bolloré. Il a littéralement dit, Bolloré, je suis son clébard, ok? Donc je vais pas le critiquer. Bah super. Vous voulez mettre un mec comme ça, directeur de l'Arcom? Allô? Bah bravo. Hein. En tout cas, voilà, apparemment, c'est ce que Jordan Bardella aurait dit. Alors Jordan Bardella dément, probablement parce qu'il l'a dit, mais c'était pas une idée très sérieuse. Hein. Il l'aurait probablement pas fait. Voilà. Hanouna, lui, ne dément pas. Donc c'est intéressant. Voilà. On va lire l'article, hein, encore un article de Mediapart, du coup de Antoine Rouget cette fois-ci. Mais avant, on va regarder un petit peu ce petit extrait de Sébastien Chenu. Écoutez ce que Sébastien Chenu avait à dire sur RFI. RFI qui m'a interviewé d'ailleurs. Pas en tant que ribot dans la sauce, hein, ils ne savaient pas qui j'étais. Mais ils interviewaient des gens pour faire un article au moment du 1er mai. Ils ont été venir voir. Devinez de quoi ils m'ont parlé. Devinez de quoi ils m'ont parlé, RFI. Ils m'ont posé des questions. Devinez de quoi ils voulaient parler. Le seul truc qu'ils avaient à la bouche en ce 1er mai. Devinez sur quoi ils m'ont posé la question. C'est facile. Nouvelle-France? Ah, on y est presque. Hein. Antisémite JLM? Non, pas antisémite, mais oui, ils vont parler de Mélenchon. Non, c'était pas vous condamnez les violences. Bah, il y a eu zéro violence, il n'y avait rien hein, pour le coup. Le travail le 1er mai, non, ils m'ont parlé de Jean-Luc Mélenchon et la présidentielle. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon? Mélenchon, présidentielle? 4e présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle? Vous pensez quoi de Jean-Luc Mélenchon? Oh, il est pas un peu chiant, Jean-Luc Mélenchon? Voilà, c'est ça la question qu'il m'a posée. Et du coup, je dis non. Non, c'est très bien. Il va être candidat là. Il l'a dit en manif là qu'il allait être candidat. Bah oui. Il est en mode ça vous pose un problème. Vous pensez pas qu'il aurait dit laisser sa place? Il est vieux, hein, il avait dit qu'il laisserait sa place. Je fais non. Non. Donc je pense pas qu'il aurait dû laisser sa place. Il aurait pu éventuellement laisser sa place. Il se trouve que ça s'est pas fait comme ça. Il se trouve qu'il a une force de frappe là actuellement. Il est ultra identifié. Je vois pas pourquoi il irait pas. Ça s'est goupillé comme ça. A priori, c'est lui qui serait le plus efficace pour porter une candidature de la France insoumise. Bah let's go. Hein, ça, c'est pas un souci. Voilà. J'ai fait bloc. C'est parce que je le pense accessoirement. Bref, voilà. Mais écoutez plutôt ce qu'a à dire Sébastien Chenu. Oh bah écoutez, c'est assez classique, c'était assez attendu. Monsieur Mélenchon a immédiatement fait appel au système. Attends, mais il parle de quoi là? Attends, je me souviens plus. Ah non, c'est juste l'extrait, il a même pas laissé la question, ce bouffon. Mais vous pouvez laisser les questions, les faire des extraits de 37 secondes, quoi. Voilà. Mais en tout cas, pourquoi je vous mets cet extrait-là? Parce qu'il parle de système. Il dit, regardez le système. Le système, c'est les gays contre nous. On est les anti-systèmes. Il continue à avoir ce discours anti-système. Au moment où Bardella fait des gorges profondes au MEDEF chaque jour que Dieu fait, c'est allié avec Éric Ciotti, qui représente très bien le système, Éric Ciotti. Hein. Ils sont encore à dire, c'est nous les anti-systèmes. C'est pour ça que je voulais vous montrer cet extrait. C'est quand même fou, quoi. Oh bah écoutez, c'est assez classique, c'était assez attendu. Monsieur Mélenchon a immédiatement fait appel au système pour incarner, dit-il, la résistance au Rassemblement national. Et donc je vois que finalement Jean-Luc Mélenchon n'a d'insoumis que le nom. Il est le candidat du système. Un coup, le système s'habille en rouge à gauche, un coup, il s'habille en bleu clair à droite, un coup, le système se déguise sous les couleurs de Macron, mais ça reste le même système. Et Jean-Luc Mélenchon, on appelait hier soir déjà au système face au Rassemblement national. C'est un candidat finalement assez classique que Jean-Luc Mélenchon. Il a dit combien de fois système, ce FDP, quoi? Ça va? Le système, il vient de la droite classique, hein, Sébastien Chenu. À la base, il était chez LR. Hein. Il s'est barré il n'y a pas si longtemps pour aller chez le RN. À la base, il comptait faire carrière politique en étant chez LR, le parti qui a le plus gouverné en France de toute l'histoire de la 5ème République. Et moi, genre, le système, c'est nous les anti-systèmes. Il a dit combien de fois système? Ah! Qui c'est qui bouffe avec le MEDEF? Le patronat? Vous savez ce qu'est système?
Cyril Hanouna, c'est un peu le système. Le mec, c'est un multi-méga millionnaire de la télé qui est là à parler à la télé toute la journée, financé directement par Bolloré. Bolloré, c'est pas le système, peut-être. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Voilà. Mais c'est bien, continuez le RN à dire c'est nous les anti-systèmes, système, gna 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 gna. Continuez, vous êtes en train de creuser votre propre tombe à avoir ce discours, parce que ça va être très très compliqué de se défendre d'être le système avec une candidature de Bardella qui ne fait que sucer le patronat H24. Ou alors il considère que le patronat c'est pas le système peut-être. Je pense que le français moyen quand même considère que les ultra riches et le patronat c'est un peu le système, ils sont pas totalement cons. Hein. Voilà. Bref, ils vident les mots de leur sens. Bah, c'est l'extrême droite, hein. Ils sont là pour ça aussi. Hein. Ils sont là pour ça. Bref, en tout cas, voilà, moi je trouve que proposer à Cyril Hanouna d'être directeur de l'Arcom, c'est assez système tout ça. Hein. Voilà, je trouve que Bardella, le RN qui s'acoquine avec Cyril Hanouna, qui est le VRP de Bolloré littéralement, c'est quand même un peu système. Hein. C'est quand même un peu système. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous mettre ça, ce petit truc en introduction. Bref, allez, on va lire l'article. On y va. Après la dissolution, Jordan Bardella a proposé à Cyril Hanouna la tête de l'Arcom en cas de victoire. Alors qu'il se voyait à Matignon à l'été 2024. Donc Matignon, c'est là où habite le Premier ministre. Hein. C'est comme ça, c'est une façon de parler pour dire Premier ministre. Alors qu'il se voyait à Matignon à l'été 2024, le président du Rassemblement national a proposé à son ami animateur de prendre la présidence du gendarme de l'audiovisuel, donc de l'Arcom, selon des informations de Mediapart. Cyril Hanouna assure aujourd'hui que l'offre n'était pas sérieuse. Les intentions de l'extrême droite en faveur des médias des milliardaires... J'ai chaud, je vais enlever ma veste. Les intentions de l'extrême droite en faveur des médias des milliardaires se font sans cesse plus précises. Le président du RN, Jordan Bardella, qui a fait part de son projet de privatisation de l'audiovisuel public mercredi 29 avril, donc eux ils sont pour carrément privatiser l'audiovisuel public dans son intégralité. Voilà, c'est pas juste en mode « Oh là là, c'est trop à gauche, faudrait que ça soit un peu moins à gauche sur l'audiovisuel public quand même. Le CNC Talent finance des gauchistes. » Non, ils veulent privatiser l'audiovisuel public dans son intégralité. Eh ben super. Ils se disent pas que la culture et l'information, ça peut aussi être un bien commun. Non, non. La culture française, un bien commun de la France. Mais non, ça doit être soumis aux logiques de marché, voyons. La culture doit être rentable. C'est leur discours, hein, littéralement. Leur discours. Sébastien Chenu, qui serait plus ou moins pressenti pour être ministre de la Culture si jamais Bardella accède au pouvoir. Je veux tellement pas que Bardella accède au pouvoir. Ah, cette phrase m'a... Ah, non, non. En tout cas, Sébastien Chenu, lui, il est vraiment... Il l'a dit mot pour mot. La culture, ça doit être rentable. Bon, un film, il doit être rentable. Si un film, il est bon, il y a plein de gens qui vont le voir. Et c'est rentable. Oui, c'est vraiment ne rien comprendre à l'art et à la culture, quoi. Voilà. C'est même pas des bons nationalistes, exactement. Et vous savez quelle culture est aussi largement subventionnée en France? La culture légitime. Et même peut-être, elle est même plus subventionnée que les autres. Hein. La culture légitime, l'opéra, la musique classique, les conservatoires, c'est pas subventionné, ça. Ça nous coûte pas un pognon de dingue. Et pourtant, c'est pas l'image de la France qu'ils aiment bien avoir, quoi. La glorieuse France, la belle France, avec des orchestres symphoniques et des ballets. Ça, ils aiment bien, normalement. Ça, c'est subventionné. C'est subventionné par la puissance publique. Ça les dérange pas. Si, ça les dérange aussi, apparemment. Bon, voilà, c'est des merdes. Bref, merci Kitsunae La Paille pour ton prime. Merci beaucoup. Oui, Charles Aloncle et sa commission de compte, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le rapport est sorti, on en reparlera peut-être jeudi. On verra. Demain, je stream pas. Jeudi, je stream. Attendez, d'ailleurs, à propos de demain. Peu importe. Attends, je dois faire un truc. Je l'ai pas. Je vais profiter, je vais le faire maintenant. Une seconde. Hein. Ah. Ah. Trop de notifications, là. Attendez, je dois accepter la collaboration. Ok, désolé, je devais accepter pour collaborer avec l'humanité. Cette phrase, elle est bizarre. Vous avez été invité à collaborer par l'humanité. Ça, les droitards, ils verraient la notif, ils seraient en mode genre l'humanité est un journal de collabo. Bon, bref, peu importe. Voilà, non, c'est bon, pour la collab YouTube, là, pour l'upload. Bref, peu importe, abonnez-vous à l'Huma et abonnez-vous à cette chaîne avant. Voilà, c'est bon. Ça va, ça a 5 minutes. J'en étais où? Donc, oui, les intentions de l'extrême droite en faveur des médias des milliardaires se font sans cesse plus précises. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a fait part de son projet de privatisation de l'audiovisuel public mercredi 29 avril, dans la foulée de l'annonce de la publication du rapport à l'oncle, a aussi proposé à l'animateur Cyril Hanouna, dont il est proche, de prendre la présidence de l'Arcom. Donc l'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Vous connaissez, hein, c'est censé être le gendarme de la télé. Selon les informations de Mediapart. Donc voilà. L'Arcom, d'ailleurs, qui ferme de plus en plus ses yeux sur CNews. Pourquoi? Parce que l'Arcom, ils disent « Oh là là,
Oh, ça se trouve, l'extrême droite va arriver au pouvoir, ils veulent tout privatiser, ils arrêtent pas de nous critiquer. On va d'ores et déjà commencer à sucer la bite à Bolloré, comme ça peut-être que si Bardella il arrive au pouvoir, ça ira pour nos gueules. Voilà, c'est ce qui se passe un peu avec l'ARCOM et aussi ce qui se passe avec le CNC. C'est ça qui explique que le CNC Talent a été suspendu en fait. Tout le monde serre les fesses par rapport à l'Empire Bolloré, y compris l'ARCOM, y compris le CNC, par rapport à tous ces discours sur la privatisation de l'audiovisuel public. Donc ils commencent à sucer l'extrême droite comme ça, préventivement. En attendant 2027, au cas où. Quel enfer, hein. Bref. Cette offre de service improbable à la tête du gendarme de l'audiovisuel français a été formulée à l'été 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par Emmanuel Macron. Arrivé en tête lors des européennes de juin, avec 31,37%, Jordan Bardella est alors poussé par des sondages flatteurs et les médias de Vincent Bolloré, dont l'enthousiasme a fini par irradier un grand nombre de rédactions nationales. Aux yeux de beaucoup, une victoire de l'extrême droite au second tour des législatives anticipées, le 7 juillet 2024, est actée. Le président du RN se prend à rêver à Matignon et aux décisions qu'il pourrait mettre en œuvre à la tête d'un gouvernement d'extrême droite. Et oui, ah là là, hein. Moi, ces législatives 2024, je m'en souviendrai toute ma vie pour une simple et bonne raison, c'est le moment où j'ai percé sur Twitch. Voilà. C'est le moment, j'avais quitté mon taf un mois avant, je pensais être youtubeur à l'époque, j'ai commencé à faire des matinales 2 jours avant la dissolution de l'Assemblée nationale, quoi. Et qu'est-ce qui se passe le dimanche? Bim, dissolution de l'Assemblée nationale, législative anticipée, j'étais en mode what the fuck les amis. Et donc le lundi matin, je lance ma matinale, c'était la 3e matinale que je faisais toute ma vie, avant je streamais l'après-midi. Je travaillais dans quoi? J'étais prof de maths à l'éducation nationale, je venais de quitter mon taf. J'habitais dans le sous-sol de chez ma mère, longue histoire, je referai pas tout ça maintenant. Mais c'était vraiment un moment, moi c'était un moment charnière dans mon existence, hein. Réellement, vraiment, hein. Et donc du coup, je streamais déjà, plus l'après-midi, etc., etc. Donc je décide de faire des matinales un vendredi matin pour essayer, parce que je suis en mode, il y a beaucoup de gens qui streament l'après-midi, pas tant que ça le matin, et puis ça peut être bien de streamer le matin en mode news, on fait notre petite revue de presse en buvant le café, j'aime bien. Mon taf me plaisait ou pas tant que ça? Non, en vrai, je serais resté prof, hein. Prof, ça me plaisait bien plus que mon métier précédent où j'étais ingénieur, entre gros guillemets, mais j'ai fait une toute petite école pas du tout prestigieuse, donc je faisais un métier à la con, dans le dépôt de brevets à Valeo. J'aimais pas du tout mon taf, j'avais quitté ce taf-là pour passer le CAPES et devenir prof de maths. Et prof de maths, bon, c'est pas un métier facile, hein, mais je pense que je serais encore prof de maths aujourd'hui si j'avais pas eu YouTube et Twitch, quoi. C'est que j'avais envie de le quitter parce que je me disais, j'ai envie de me lancer à temps plein sur Internet, il y a peut-être un coup à jouer, ça marche plutôt bien, let's go, on y va, quoi. Voilà. Donc non, c'était que j'avais envie. J'avais envie de devenir ribot dans la sauce. C'est plus pour ça que j'ai quitté l'éducation nationale. Je l'ai pas quitté parce que c'était de la merde, vous voyez. Bref. En tout cas, voilà, c'est législative 2024. Je commence à faire des matinales le vendredi, le dimanche, 2 jours après, dissolution de l'Assemblée nationale. Et du coup, bah voilà, je commence à faire des matinales pendant toutes les législatives et c'est au moment où j'ai commencé à percer. Et depuis, c'est à ce moment-là que je suis devenu streamer professionnel finalement. Voilà, il y a 2 personnes qui ont percé à ce moment-là sur Twitch en France à l'occasion de ces législatives anticipées. C'est moi et Modem, figurez-vous. Voilà. Donc je pense que ces législatives 2024, pour Emodem, pareil, ça va être un moment de sa vie. Elle doit s'en souvenir avec un côté waouh, c'était fou, c'était totalement fou. Moi, je suis en mode genre waouh, il y a eu un avant-après pour moi, vraiment, hein, vraiment. Bref. Euh, Tout ça pour dire que, souvenez-vous, effectivement, les législatives 2024, c'était vraiment en mode, au moment de la dissolution, on était en mode genre, qu'est-ce qui se passe? Ça y est? Ça y est, les libéraux donnent le pouvoir aux fascistes? Comme en Allemagne en 1933, là? Oh waouh, c'est grave, c'est très très grave ce qui se passe. Et on avait la boule au ventre, hein, c'était serrage de fesses max, quoi. Voilà, donc après il y a eu le NFP, puis après il y a eu les triangulaires, les trucs de désistement républicain, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'au final, Bardella a vu ses plans contrés aux législatives, et ça fait très très plaisir. Ça fait très 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 plaisir. Pour de vrai, et moi c'est un moment totalement fou de mon existence, hein, je vous le dis. Bref, voilà. Mais souvenez-vous, effectivement, le truc aux yeux de beaucoup, les victoires de l'extrême droite au second tour des législatives anticipées étaient actées. Il y avait vraiment un côté comme ça. Enfin, nous, on était en mode non, c'est pas perdu. Mais l'objectif, c'était que Bardella soit pas Premier ministre, qu'il ait pas la majorité absolue, quoi. Mais on pensait pas qu'il arriverait 3e derrière les macronistes à ce moment-là. On a vraiment déjoué les sondages, déjoué les plans du RN. Et c'est pas juste que les sondages se trompaient depuis le début. C'est qu'il s'est passé un truc, il y a eu quand même ce moment NFP où tout le monde s'est un peu mis en branle et s'est dit non, c'est pas possible, là, tout sauf Bardella. Il y a eu quand même un moment politique important et c'est ça qu'a déjoué les sondages. C'est pas que les sondages s'étaient trompés depuis le début, hein. S'il n'y avait pas eu tout ce que vous et moi, le peuple de gauche, avait pu faire pendant cette campagne, s'il n'y avait pas eu toute cette campagne autour du NFP, etc., les sondages auraient peut-être eu raison et Bardella serait aujourd'hui Premier ministre, hein. C'est loin d'être impossible, hein. Voilà. Le barrage a tenu malgré tout. Ouais, mais c'est parce que c'était des législatives, hein. Voilà. Si c'est une présidentielle et que c'est Mélenchon-Bardella, ça sera pas tout à fait les mêmes dynamiques. Mais ça donne espoir pour la suite. Le barrage républicain a quand même plus ou moins fonctionné. Il y a à peu près 2 tiers des Français qui ont dit Bardella, ça dégage bien fort par contre, hein. Ça, c'est pas possible. Voilà.
Il y a quand même plein de gens de gauche qui se sont dit je préfère encore voter pour un macroniste que d'avoir ce neuil à Matignon. Et il y a plein de macronistes aussi qui ont dit je préfère encore voter pour les gauchias qu'avoir ce neuil à Matignon. Et donc quand même c'est motif d'espoir quoi. Il y a les 2 tiers des Français. En gros le deuxième tour des législatives c'était un peu un genre de référendum. Est-ce que Bardella à Matignon ou pas? C'était un peu ça le deuxième tour des législatives. Et du coup il y a eu ce côté non. La France a dit non, tu te casses Bardella. Alors après bon, à voir comment ça peut encore évoluer d'ici là, etc. etc. Mais quand même, c'était un moment politique assez fou, assez fou, et qui était à même de nous réjouir et même de nous donner un peu d'espoir pour la suite, pour de vrai, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, pour revenir à l'article, à la base, on était en mode, Bardella, il est archi favori là quand même. Et en plus, on se disait, même s'il n'a pas la majorité absolue, à partir du moment où le groupe parlementaire RN est premier à Matignon, on était tous sûrs et certains que Macron allait nommer Bardella en disant, ok, bon, peut-être qu'il n'a pas la majorité absolue, mais je vais utiliser la tradition de la démocratie représentative et des régimes parlementaires. Je vais demander à la coalition arrivant en tête de former un gouvernement. Bardella sera Premier ministre et on va pas le censurer tout de suite parce qu'on est des gros droitards de merde. Voilà, on est à peu près sûr et certain qu'il aurait fait ça. Macron. Et même ça, il a pas pu le faire parce que non seulement ils n'ont pas eu la majorité absolue, mais en plus ils sont arrivés 3e derrière les macronistes et derrière le NFP arrivé en tête. Voilà. Mais c'était vraiment pas gagné. C'était vraiment pas gagné, donc ils s'y croyaient déjà. Tout à fait. Et donc, il s'y croyait suffisamment pour appeler Hanouna et lui faire « Allô Hanouna, allô Cyril, je suis Jordan Bardella. Je parle de manière peu naturelle. Est-ce que tu veux être président de l'Arcom? Je t'aime. On sucera Bolloré, toi et moi. » Bref, peu importe. Avec son ami Cyril Hanouna, les 2 hommes ont aussi festoyé ensemble dans la villa de l'animateur à Saint-Tropez. Oh c'est pas du tout système ça. Allez, ça va festoyer à Saint-Tropez avec des millionnaires? Cyril Hanouna? C'est pas le système ça, non. Le 12 juillet 2024, comme l'avait révélé Mediapart. Jordan Bardella évoque les débats en cours autour de l'audiovisuel et des interventions de l'Arcom contre les chaînes du groupe de Vincent Bolloré. Outre ces multiples réprimandes contre l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8, qui valent à la chaîne de nombreuses sanctions financières et provoquent des colères régulières de l'animateur, l'autorité administrative indépendante, on parle donc de l'Arcom, alors présidée par Roch-Olivier Mestre, dont le mandat doit cesser quelques mois plus tard, en décembre 2024, émet aussi des critiques quant au rôle des 2 autres vaisseaux du conglomérat d'extrême droite, CNews et Europe 1. CNews qui est en train de se casser la binette un peu, d'ailleurs. CNews est passé derrière LCI et France Info. Dans les chaînes d'infos et continu, ça fait genre 2 ans qu'ils étaient premiers dans les chaînes en termes d'audimat. C'était la première chaîne d'infos en continu. Ils sont passés derrière BFM et derrière LCI. Non, c'est pas France Info, derrière BFM et LCI. Parce qu'il y a eu une baisse de l'audimat, pour de vrai. Pascal Pro, je dis CNews. Non, c'est News. Ils sont passés, même Pascal Pro, il a perdu 300 000 téléspectateurs en moyenne sur son émission. C'est quand même beaucoup. Donc, à force de prendre leur audimat pour des cons, à force de faire n'importe quoi, à force de faire des émissions de merde avec Eric Tegner, à force de laisser Morandini à l'antenne alors que le mec est un pédocriminel, ils finissent par payer un peu de leurs bêtises. Et surtout à force de prendre leur public pour des cons, quoi. Voilà. Donc, parfois, il y a de quoi se réjouir. Parfois, il y a de quoi se réjouir. Avec Onibako, en ce moment, on est un peu en mode, surtout lui, mais on est un peu en mode optimiste. Pas optimiste forcément pour 2027, parce que je sais très bien, quand on parle politique, surtout en ce moment, quand on dit on est optimiste, on n'est pas optimiste, tout le monde a 2027 et la présidentielle de 2027. Ah oui, t'es aussi optimiste pour 2027, mais toi ton optimisme dépasse largement le cadre de 2027. T'es en mode l'extrême droite, là, ils avaient trop le vent en poupe, ils vont dégonfler, et puis voilà. Après la pluie viendra le beau temps, et pas uniquement pour 2027, tu vois ce que je veux dire. Ton optimisme dépasse le cadre de la présidentielle et même de la France. Soit t'es en mode, il y a un mouvement de fond qui fait que là, l'extrême droite, ils sont peut-être laissés passer leur fenêtre et à un moment donné, on va les baiser, quoi. Voilà. Tu es socialiste à tendance sino-futuriste. Tout à fait, tout à fait. Enfin, bref, voilà. Mais effectivement, est-ce que l'extrême droite pourrait pas dégonfler après 15 ans à les voir enfler en permanence? Pour moi, c'est pas tout à fait impossible. Alors attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. L'extrême droite reste extrêmement puissante dans ce pays et nous pend au nez pour 2027. Je dis pas. Mais moi, sur le temps un peu plus long, je me dis qu'il y a quand même un côté. Je sais pas si Bardella va faire prout, peut-être pas. Mais même si Bardella fait pas prout, même si Bardella devient président de la République, je me dis qu'à temps long, sur le temps long, moi de mon vivant, Après, c'est mon intime conviction. Je peux pas vous le dire avec des arguments comme ça. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais j'ai quand même l'intime conviction que là où je l'ai vu que l'extrême droite monter, là où j'ai vu que des mauvaises nouvelles toute ma vie en politique, toute ma vie de militant et de français, je n'ai vu que les choses empirer. Moi, j'ai un peu l'intime conviction que de mon vivant, quand bien même Bardella passera en 2027, ce que je ne souhaite évidemment pas et je me battrai pour pas qu'il ne le fasse. Je sais pas, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition, l'intime conviction que moi, de mon vivant, je verrai un peu l'extrême droite dégonfler et que je verrai un peu de mieux. Je sais pas, je pourrais pas vous le dire vraiment.
Peut-être une forme de foi humaniste, je ne sais pas, mais voilà. Bref, en tout cas, voilà, CNews, les audimates sont moins bons qu'avant. CNews est un peu en train de dégonfler. Voilà. À force d'y aller trop fort et de prendre les gens pour des cons en voulant être l'avant-garde de la bataille culturelle qui ouvre la fenêtre d'Overton, à un moment donné, si vous y allez trop fort, peut-être ça marche un peu moins bien, quoi. Je sais pas. On verra. De toute façon, il va faire quoi, Bardella, avec une assemblée similaire à celle-ci? Il va dissoudre l'Assemblée nationale le jour de l'arrivée au pouvoir, profiter de son élan présidentiel pour tenter de former une majorité absolue à l'Assemblée, comme font tous les présidents de la Ve République. C'est un peu la règle tacite. Hein. Il ne gouvernera pas avec cette assemblée-là. Il y aura des législatives après les présidentielles, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il arrivera à avoir une majorité absolue? C'est pas forcément gagné. Voilà. Imaginons qu'il gagne face à Mélenchon au second tour de 2027. Est-ce que du coup, Mélenchon va pouvoir faire une belle grosse campagne type NUPES, comme il y a eu en 2022, pour peut-être pas avoir que la gauche ait une majorité absolue, mais au moins pour que Bardella n'ait pas la majorité absolue, y compris en s'alliant avec LR? C'est pas impossible. Hein. On pourrait se retrouver avec Bardella qui gagne un présidentiel, mais qui se fait niquer aux législatives, parce qu'il y a quand même la gauche qui, pas gagne les législatives, mais trop puissant au moment des législatives, en profitant, je sais pas, d'un élan mélenchonien de second tour, par exemple. Auquel cas, on se retrouve avec Bardella au pouvoir qui galère à gouverner parce qu'il n'a pas de majorité. Jour 1. Si c'est ça, intéressant. Hein. Intéressant. À voir ce qui se passe. Bref, en tout cas, je sais pas. Je trouve que l'extrême droite a tellement enflé ces derniers temps. Je pense qu'on n'est pas condamné à voir cette inexorable ascension de l'extrême droite toute notre vie. Et je pense que nous, de notre vivant, peut-être si vous avez 80 ans sur le chat, peut-être pas vous, hein, j'en sais rien, mais vous avez connu des jours plus heureux. Les gens de ma génération, je pense qu'on connaîtra du mieux. Je pense. Voilà. Ma théorie, Mélenchon va dire écoutez, mon petit bonhomme, au débat de second tour et gagner là-dessus. Pas impossible. Après, est-ce qu'il y aura un débat de second tour? On parle de Mélenchon après? S'il vous plaît. Bref, allez. Donc, blablabla, C8, Roche-Olivier Mestre, on continue le truc. Le 27 juin 2024, à quelques jours du premier tour des législatives anticipées, l'Arcom adresse une mise en demeure publique à la rédaction d'Europe 1, pointant le manque de mesure et d'honnêteté de l'émission. On marche sur la tête, programme spécialement mis sur pied par Cyril Hanouna pendant la durée de la campagne. L'autorité de contrôle pointe notamment un, je cite, traitement de l'actualité électorale largement univoque, soulignant qu'entre le 17 et le 26 juin, 16 invités sur 29 de l'émission quotidienne représentaient ou soutenaient les partis relevant du bloc extrême droite. Mais alors, le pluralisme, vous êtes un peu nul à chier, non? CNews. Enfin, c'est pas CNews là-dessus. Le groupe Canal. Le lendemain de la mise en demeure, l'animateur star des médias Bolloré fait part de sa colère. Il y a un acharnement contre ma personne au niveau de l'Arcom. C'est extrêmement grave, dénonce-t-il sur Europe 1. Ah, mais quelle victime, ça va! Le mec est financé directement par un milliardaire sans foi ni loi pour faire directement sa propagande. Il est en mode genre, ok, je vais faire la propagande de Bolloré parce que je suis un vieux opportuniste de merde qui kiffe l'argent. Il est pété d'oseille, tout le monde lui suce la bite sur son plateau de merde en permanence, quoi. Et après, il est en mode genre, l'Arcom me fait des réprimandes. Bah, fallait pas que sur tes 29 invités, t'en aies 16 d'extrême droite, espèce d'immense bouffon, là. Encore une fois, l'extrême droite, s'ils se victimisent pas alors qu'ils sont structurellement ultra avantagés dans la France d'aujourd'hui, il meurt, quoi. Ça va, grosse victime, va. Moi, je pense qu'il faut dire ça aussi. Je pense que c'est un élément de langage qu'il faut avoir. Dire vraiment, l'extrême droite, là, les droitards, vous êtes des grosses victimes, là. Les Nicolas Clipey, vous êtes des grosses victimes. Hanouna, grosse victime, va. Voilà. Faut parler comme des boulis de collège de 3e à dire, ah, victime. Je pense qu'il faut vraiment attaquer là-dessus aussi. Hein. Parce qu'ils font que se victimiser en permanence, quoi. Vraiment, c'est alors qu'ils sont structurellement ultra avantagés, quoi. Voilà. Le présentateur fait également part de sa colère à son entourage, y compris à Jordan Bardella, avec lequel il échange très régulièrement par message, prenant de moins en moins de précautions pour se cacher de cette relation. Le 12 juin, 3 jours après la dissolution, Cyril Hanouna avait été jusqu'à proposer en direct à la zémoriste Sarah Knafo d'arrondir les angles avec le chef de file du RN, laissant directement un message de ce dernier sur son répondeur, ce qui lui vaudra là aussi d'être sanctionné par l'Arcom pour rôle d'entremetteur. Elle fait ça en live. Mais oui, je m'en souviens. Il avait appelé en live. Oh. Victime, la brutalisation de la gauche, toujours? Ouais, bah ouais. Bon, on va les brutaliser dans le cadre du débat démocratique. Justement, vaut mieux brutaliser dans le cadre du débat démocratique plutôt que brutaliser tout court, non? Ça reste de la non-violence. Ah non, j'oubliais. Après les mots viennent les actes. Voilà. Si on est de gauche et qu'on dit les riches sont trop riches, c'est de l'incitation à la haine. Après les mots viennent la révolution violente. Ah, c'est bon, ça va. Stop 5 minutes. Bref. Interrogé sur la proposition faite par Jordan Bardella de lui confier les rênes du gendarme de l'audiovisuel, dont la présidence est soumise au vote du Parlement par l'Élysée, sur proposition du Premier ministre, Cyril Hanouna plaide aujourd'hui l'ironie. C'est une vanne, c'est sûr, explique l'animateur à Mediapart, après avoir indiqué ne plus se souvenir des messages en question.
Vous me voyez à la tête de l'Arcom interroge celui qui a un temps entretenu une possible candidature à l'élection présidentielle et dont les échanges fréquents avec le patron du RN ont fini par crisper autour de lui. Ouais, moi je l'imagine à la tête de l'Arcom. Hein. En fait, moi c'est très simple. Un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement type Bardella, j'imagine tous les pires clowns de la Terre à des postes clés. Pourquoi? Donald Trump. Donald Trump que Bardella et compagnie, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien. Hein. C'est une des grandes caractéristiques du régime de Donald Trump, c'est qu'il a mis des bouffons, et je pèse mes mots, il a mis des bouffons à la tête de trucs hyper importants. Il a mis Kash Patel à la tête du FBI. Ce mec-là c'est un clown, vraiment c'est un clown ce gars-là. Il a mis Robert Kennedy Jr., un mec complètement zinzin, ministre de la Santé. C'est une des caractéristiques de l'extrême droite. C'est des espèces de bouffons incompétents à des postes ultra clés qui vont faire absolument n'importe quoi aussi. Alors attention, quand je dis ça, je dis pas le problème de l'extrême droite, c'est son incompétence. Non, le problème de l'extrême droite, c'est le fait qu'il soit d'extrême droite. Voilà, déjà, premièrement. C'est leur racisme, leur xénophobie, leur autoritarisme, leur darwinisme social, c'est leur idéologie, le problème de l'extrême droite. Et c'est les politiques qui mettent en place, quand ils sont au pouvoir, au service, enfin, qui s'inscrivent dans leur idéologie. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce qui ne veut pas dire, à côté, qu'une des caractéristiques de l'extrême droite au pouvoir, c'est aussi de mettre des bouffons incompétents dans des postes clés. Voilà. Donc oui, moi, j'imaginerais au contraire très, très, très bien. J'imaginerais absolument, parfaitement avoir un Patrick Sébastien, ministre de la Culture de Bardella, et un Cyril Hanouna à la tête de l'Arcom. Ouais. C'est une des caractéristiques de la bouffonnerie de l'extrême droite. Et quand tu regardes Trump aux États-Unis, quand tu regardes Javier Milei en Argentine, tous ces bouffons-là, bah, le fait d'être bouffonnesque, c'est aussi une de leurs caractéristiques. Voilà. C'est pas des gens sérieux, en fait. Voilà. Mais encore une fois, si c'était le seul problème, ça irait. Mais il faut dire que l'extrême droite, en plus d'être une idéologie de mort qu'il faut combattre, ne serait-ce que par humanisme, vous voyez, ce qui est quand même la caractéristique principale de l'extrême droite, c'est son idéologie mortifère, ça n'empêche pas de dire qu'à côté de ça, c'est aussi des immenses bouffons, c'est des débiles, et que l'anti-intellectualisme, cette espèce d'assaut contre l'intelligence humaine, est aussi absolument consubstantiel de leur idéologie. On peut dire les deux, en fait. Voilà. C'est quoi le sujet exactement? C'est que Bardella, il a voulu mettre Hanouna à la tête de l'Arcom si jamais il était Premier ministre, et qu'Hanouna, il a dit « Moi, à la tête de l'Arcom? Mais non, voyons, vous délirez, c'était pas sérieux. » Bah si, au contraire, je pense que c'était assez sérieux. Voilà. Hélas. Également questionné sur ses échanges avec l'animateur, Jordan Bardella n'a pas répondu à nos sollicitations. Après la publication de cet article, donc ça a été édité, après la publication de cet article, le député européen a affirmé sur le réseau social Twitter, moi je dis encore Twitter, n'avoir jamais proposé la tête de l'Arcom à Cyril Hanouna. Ouais, Hanouna, il a dit si, ouais, il l'a fait, mais c'était une blague. Et Bardella, il a dit non, je n'ai jamais proposé ça. Mediapart pratique encore la désinformation. Mediapart ne fait que mentir. Franchement, Mediapart, sur leur travail d'enquête, sur le journalisme d'investigation, pour dire Mediapart ne fait que mentir, faut quand même y aller, hein, parce que s'il y a un truc où quand même Mediapart sont assez irréprochables, c'est leur déontologie journalistique quant au journalisme d'investigation. Quand ils sortent des infos, généralement, c'est pas des trucs en l'air, quoi. C'est pas des fake news. Ils sont quand même très très carrés à ce niveau-là, quoi. Donc, ok, vous faites des procès en fake news et en manque de déontologie journalistique à Mediapart, bah allez-y, mais bonne chance, hein. Bonne chance, j'ai envie de dire. Hein. Ah là là. Bref. Ironie ou pas, l'épisode illustre la grande proximité entre les deux hommes, tout fait, y compris dans le champ politique. Lors de l'arrêt de l'émission TPMP, puis de la chaîne C8 en mars 2025, conséquence du non-renouvellement de sa fréquence TNT par l'Arcom, Jordan Bardella est à chaque fois monté au créneau, voyant derrière la décision de l'autorité indépendante un triomphe de la gauche et de son sectarisme, voire une attaque sans précédent contre la liberté d'expression. Oh là là, oh la liberté d'expression. Quoi ? Vous ne voulez pas que l'intégralité du système médiatique français soit gangrénée par l'extrême droite? Vous vous attaquez à la liberté d'expression. Ah ça va, on s'attaque à rien du tout. Oh, on s'attaque à l'extrême droite, on s'attaque pas à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est leur joker, quoi. Il y a des gens qui sont en mode « Ah, le canon français, quand même, c'est des gros droitards possédés par un milliardaire d'extrême droite qui assument faire la bataille culturelle. » Ils sont en mode « Vous voulez nous censurer, c'est ça? Vous voulez censurer vous aimez pas la France? Non, on n'aime pas Pierre-Édouard Stérin, on n'aime pas l'extrême droite, et on n'aime pas les espèces d'immenses bouffons qui instrumentalisent la bouffe française pour avancer leur pion dans un projet d'extrême droite. Ah ouais, vous aimez pas les patriotes, vous êtes pas patriote, vous aimez pas la France. C'est vous qu'on n'aime pas. C'est pas la France. Et ben là, c'est pareil. On est en mode genre, quand même, Hanouna, c'est hyper inquiétant pour la démocratie parce que le mec ne respecte aucune règle, assume être littéralement un petit soldat de Bolloré, milliardaire qui rachète tous les médias. C'est peut-être un peu inquiétant pour le pluralisme et l'état médiatique de la France. On dit ça, mot pour mot. Ils sont en mode, vous n'avez pas la liberté d'expression, c'est ça.
J'ai parlé français ou quoi? J'ai même pas parlé de liberté d'expression. Arrêtez, vous êtes bouffonnesque. Vous êtes bouffonnesque. La liberté d'expression, c'est pas pour votre joker pour vous victimiser à chaque fois. Après, continuez à vous victimiser et faire Bolloré, il a pas assez de chaînes de radio et de télé. Non, mais vous pensez vraiment que ça va prendre à un moment donné? Le mec rachète tous les médias en permanence. Il a racheté Europe 1, une des plus grosses radios, et le groupe Canal. Et avec ça, il l'utilise en l'assumant totalement, et ça, tout le monde le voit. Hein. Vraiment. Il n'y a pas besoin d'être d'extrême gauche pour voir que Bolloré utilise CNews pour faire de la propagande, quoi. Vous voyez? Il continue à se victimiser. Il continue à se victimiser en disant regardez, Bolloré, il n'a pas le droit de parole dans ce pays. Pardon? Est-ce qu'il y a un Français avec un cerveau qui serait d'accord avec cette proposition, avec cette phrase? Bolloré est victime de la censure de la gauche. Bolloré victime de censure. Le mec rachète tous les médias avec sa thune, qui s'est fait en exploitant la moitié du continent africain, dans des plantations d'huile de palme où c'est des enfants qui travaillent, ils ont même pas de gants pour se protéger. En rachetant la moitié des ports d'Afrique. Ça va. Lui, il est victime de. Lui, c'est une victime. Lui. Il pense vraiment que ce discours, ça va prendre à long terme. Ça va. Encore une fois, à prendre l'intégralité des Français pour des cons, je suis pas sûr qu'à la fin, c'est eux qui gagnent, quoi. Moi, quand même, j'ai un truc un peu humaniste en moi qui considère que il y a un moment où il faut pas prendre trop les gens pour des cons et que l'intelligence humaine finit toujours plus ou moins un peu par triompher. Et moi, ça me donne espoir. Parce que, je veux dire, on est face à un camp qui est tellement débile et surtout qui prennent leurs propres électeurs, leurs propres relais, leurs propres sympathisants pour des débiles profonds. Et ça, je pense que sur le long terme, il y a un moment donné, ça finira par ne plus passer. Voilà. Je veux dire, quand les gens que tu soutiens te prennent pour des débiles mentaux, bon, bah, peut-être qu'à un moment donné, tu vas finir par arrêter de les soutenir, quoi. À condition, encore une fois, qu'il y ait un contre-discours à même de les faire comprendre qu'ils se font prendre pour des cons, quoi. Voilà. Bref. Allez, on continue l'article. Les intérêts avec le groupe Bolloré sont croisés. Outre la campagne intense en faveur du RN pendant les législatives anticipées de 2024, allant jusqu'à l'implication personnelle du patron Vincent Bolloré dans le ralliement d'Éric Ciotti à l'extrême droite, les antennes du milliardaire sont aussi à l'origine d'un documentaire laudateur sur les coulisses des campagnes des élections européennes et législatives du chef de file du RN. Le film avait été produit par Jordan Bardella en personne, avant même sa diffusion en prime time en février 2025 sur C8. Et ces gens-là se victimisent. Hein. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont fait un documentaire. Bolloré, milliardaire, a produit un documentaire de propagande pour Jordan Bardella, les coulisses de sa très belle campagne, diffusé en prime time sur C8. Ils sont là à dire on veut nous censurer. À côté de ça, on peut comparer par exemple avec le documentaire qui avait été fait par la France Insoumise directement en interne, le documentaire sur la campagne de Mélenchon. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais il était vraiment cool, hein, ce petit docu. C'était un docu sur la campagne de Mélenchon 2022, en mode au cœur de la campagne. Je me souviens plus comment il s'appelait. Si quelqu'un s'en souvient de ce docu, il était vraiment bien, où tu suivais notamment Mélenchon, pas mal, et Bompard, et c'était. Enfin, Bompard, il était directeur de la campagne à cette époque. Et tu voyais tous les autres, quoi. Et tu étais vraiment en coulisses sur la très belle campagne qu'avait fait Mélenchon. Et le documentaire est vraiment super intéressant. Puis même, tu vois comment ça fonctionne une campagne politique. Même si t'es pas un sympathisant de LFI, le documentaire est vraiment bien, quoi. Et vraiment bien si tu t'intéresses à la politique, tout simplement, quoi. Et ce truc-là, ça avait été fait par LFI, diffusé sur Internet, principalement. Je crois même pas que ça avait été diffusé à la télé. Et ça avait été produit en interne par LFI avec un peu les moyens du bord, entre guillemets. En tout cas, il y avait certainement pas un milliardaire d'extrême gauche qui avait financé un documentaire pour le mettre en prime time sur C8 pendant une campagne. Pendant la campagne. C'était après la campagne présidentielle qu'il avait été fait, le documentaire. Faites mieux, je sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, quand tu compares la gauche et l'extrême droite, la gauche, ils font des documentaires avec les moyens du bord, parce qu'ils ont vraiment des militants qui sont accessoirement dans l'audiovisuel, etc., qui décident de suivre Mélenchon pendant la campagne pour en faire un documentaire. À côté de ça, l'extrême droite, c'est quoi? C'est Papa Bolloré avec 6 milliards qui produit un documentaire de merde dont tout le monde se bat les couilles uniquement pour faire de la propagande en le diffusant directement en prime time pendant la campagne sur C8. Et c'est eux qui se victimisent par rapport aux médias dominants toute la journée, quoi. Ça va. Vraiment, c'est insupportable. Le tas de. Cette victimisation permanente, je n'en peux plus. Vraiment. Voilà. Toute la machinerie Bolloré a également été mise en action pour accompagner la sortie des 2 livres du chef de file de l'extrême droite, parus chez Fayard en 2024 et 2025, lesquels ont rapporté au président du Rassemblement national, sur ces 2 seuls exercices, plus de 700 000 euros. Combien? 700 000 euros! Presque 1 million d'euros dans la poche de Jordan Bardella. Oh waouh. Il les a même pas écrits lui-même, hein. Il s'en bat les couilles, hein. T'as Bolloré en mode t'inquiète, avec ma maison d'édition, on va bien diffuser ton livre, on va faire de la maxi pub. Il y a des gratte-papier qui ont écrit cette chiasse pour lui, hein. Vraiment, c'est du slop, hein. C'est du slop infernal, ces bouquins. Mon camarade et collègue Anthony Cortez de l'Humanité, qui fait l'émission Ribot dans l'Huma, abonnez-vous à la chaîne de l'Huma, bien sûr, et à l'Humanité, le journal,
Il l'a lu. Il l'a lu pour écrire un papier pour l'UMA. Alors, il l'a lu, le début, il l'a lu, et puis après, il l'a lu en diagonale, parce que voilà. Il est vraiment en mode, le bouquin était objectivement mauvais, quoi. C'est vraiment tout un tas de lieux communs qui s'enchaînent en mode j'ai parlé aux Français, je suis proche des Français, les Français m'ont parlé dans leur extrême diversité, ils veulent tous voter pour moi. Tiens, bizarre, il se trouve que par hasard, tous les Français que j'ai été voir dans leur extrême diversité, ils sont tous pile d'accord avec moi. Et les idées qu'ils ont, c'est précisément les miennes. Oh, hasard de dingue. Vraiment, et le livre est nul, quoi. C'est du slop. C'est du slop politique. Absolument nul à chier. Mais comme tous les soutiens de Bardella, ils sont en mode genre ouais, on va soutenir Bardella en achetant son livre. Comme ça, on pourra dire aux gauchistes que c'est un best-seller. Bah, du coup, il s'est fait plus de 700 000 euros avec 2 bouquins qu'il a même pas écrit lui-même. Hein. Et bah, bravo. Hein. Ça rapporte de la thune de sortir des bouquins quand t'es dans une position où tu peux le faire. Hein. Moi, j'y pense. Peut-être un jour, je sortirai un bouquin pour Noël. Vous savez, les youtubeurs qui font des bouquins tout gaze là, qui sortent à la Fnac pour Noël. Ça se fait de moins en moins, ça. Est-ce que je ferais pas ça un jour pour toucher les royalties? Je me pose la question. Sortir une BD à la con sur la gauche, que j'ai même pas dessiné moi-même parce que je suis pas dessinateur de BD. Mec, ma tête dessus en mode Ribot dans la sauce vous recommande cette bande dessinée. Juste pour me faire de la thune en les vendant à la Fnac à Noël. En vrai. Hein. On attend toujours l'édition de Jordan de toi. Eh, ça avance, hein. Les Donation Goal, ça avance de fou. Hein. Déjà, là, je travaille sur un Donation Goal qui est quand même assez. Qui prend du temps. C'est la Z-LAN avec pantoufle. Hein. Voilà. Et là, on est inscrit. On a réservé le Airbnb à Montpellier, etc. etc. Donc, chaque chose en son temps. Déjà, franchement, je vous ai pas arnaqué. J'ai fait la plupart de mes Donation Goal et j'ai pris quand même du temps et de l'investissement pour les faire. Donc, bref. On peut lire la suite de l'article, s'il vous plaît? Ou un seul en scène, ouais. J'aurais plutôt faire un seul en scène pour faire de la thune. Ribot dans la sauce, en tournée dans toute la France. Comme Klemovic, mais d'ailleurs, Klemovic. Il a sorti un bouquin et maintenant il fait un spectacle. Peut-être qu'il a raison de faire ça, hein. Peut-être que c'est un entrepreneur malin. Je dis ça à Klemovic qu'on salue. Hein. Moi je suis pas un anti-Klemovic ou quoi que ce soit. Je suis pas du tout en train de dire Klemovic c'est un boutiquier de merde. Par contre je pense qu'il gagne bien sa vie. Tant mieux, force à lui. Hein, force à lui. Bref. Oui, donc 700 000 balles pour Bardella avec ses vieux bouquins de merde. Au cœur de la relation Hanouna-Bardella est également apparu le rôle déterminant de la communicante Michel Marchand, dite Mimi Marchand. Comme l'avait raconté Mediapart, cet intime de l'animateur était parvenu à bloquer la diffusion d'une photographie prise dans la nouvelle villa de ce dernier, de Hanouna, à Saint-Tropez, alors qu'on la voyait en présence du leader d'extrême droite. Ah non. Non, c'était Mimi Marchand qui était à Saint-Tropez. Bon bref, ça revient au même. À la tête de son agence Best Image, sauvée de la faillite par le milliardaire Xavier Niel, dont elle est un intime, tiens, la communicante Mimi Marchand est présentée sur tous les tableaux. C'est elle qui a ensuite orchestré la révélation de la relation entre Cyril Hanouna et Tiffaine Osière, fille de Brigitte Macron, mais je ne sais même pas ça. Oh là là. Dont elle gère aussi l'image, avec plus ou moins de réussite. Hanouna, il sort avec la fille adoptive, la fille de Brigitte Macron. Je savais pas ça. Attends, mais ils en ont pas marre d'être consanguin à ce point-là. Quand je dis consanguin, c'est une façon de parler, quoi. Donc attends. Xavier Niel, il sort avec la fille de Bernard Arnault. Cyril Hanouna, il sort avec la fille de Brigitte Macron, qui est elle-même pote avec Mimi Marchand. Et maintenant, Bardella, il sort avec une princesse. Ah, c'est l'entre-soi bourgeois à fond, quoi. C'est l'oligarchie, hein. C'est l'oligarchie. C'est le système, quoi. Là, on a quand même. Bon, attends, genre. Cyril Hanouna, proche de Bardella, est maquillé avec la fille de Brigitte Macron. Il est en mode genre, nous sommes les anti-systèmes. Mon meilleur ami sort avec Macron. Non, mais ça va, allez tous vous faire enculer ou non, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, quoi. C'est tellement endogène comme milieu. Tu fais un lien extrêmement rapide, mais ne serait-ce que par petit ami et petit ami consécutif, tu fais un lien entre Macron et Bardella en 3 étapes. Bardella sort avec Macron, la fille de Macron sort avec Cyril Hanouna est amoureux de Bardella, parce que c'est un gros FDP d'extrême droite. Il se permet de dire nous sommes anti-système face au système socialisto-macroniste. Non mais vraiment, vous êtes des abrutis, hein. Vous êtes des putains d'abrutis. Mais encore une fois, hein, le fait qu'Hanouna s'acoquine de plus en plus avec les milieux comme As, je pense que sur le long terme, ça va faire perdre au RN une partie de sa base populaire. Alors après, c'était ça un peu notre débat avec Onibaku la dernière fois. C'est lui, il était en mode d'ici 2027, ça peut totalement les niquer en 2027 pour la présidentielle. Moi, j'étais plus à dire, je pense que sur les longs termes, ça va les niquer, mais je pense que leur socle, y compris leur socle leur socle populaire, on va dire, leur socle d'électeurs, leur base populaire, c'est ça que le mot que je cherchais. Pour moi, en 2027, elle va tenir.
encore en 2027, hélas. Mais après 2027, je pense qu'effectivement, si Bardella continue de prendre ses directions, il y a un moment donné, leur fameux socle populaire un peu anti-système, il va se barrer. Hein. Ça, j'en suis convaincu. Mais bon, on verra. On verra si en 2027 ça joue. En tout cas, je pense que ça fait partie, encore une fois, des trucs sur lesquels il faudra jouer dans la campagne de 2027 pour niquer Bardella, quoi. Encore une fois, ça rejoint ce que je disais. Ils disent qu'ils sont anti-système. Insistons sur le fait qu'ils sont d'ores et déjà le système. Pour moi, ça, c'est vraiment un coup à jouer. Parce que si ça permet, en matraquant assez cet élément de langage, on va dire, cet élément de propagande, n'est-ce pas, si en le matraquant assez, ça permet à une partie de la bosse populaire de Bardella de s'effriter, bon, peut-être qu'il sera quand même au second tour, Bardella, mais une partie de sa base pourrait peut-être être, au final, abstentionniste, quoi. Voilà. Retourner dans l'abstention. Et du coup, ça pourrait le fragiliser dans l'éventualité d'un second tour, quoi. Vous voyez. Je pense que pendant la campagne, il va passer de 33% à 18%, égalité avec Retailleau et Philippe. Non, moi je pense qu'il sera plus que ça quand même. Je pense qu'il sera plus que ça. Moi je pense qu'il va se casser la gueule, mais de 33 à 18, ça me paraît quand même un gros cassage de gueule. Moi je pense qu'il va être à 25% là. Nous le vendent à 35%, je pense qu'il sera à 25%. Je pense qu'il sera à peu près comme Macron la dernière fois. Voilà. Moi je pense qu'il va faire 25%, un truc comme ça. Moi si je voulais faire des pronos au doigt mouillé de con, moi je pense que Bardella va faire 25%, que Mélenchon va faire moins. Ça, on en reparlera après. Va faire moins qu'en 2022 pour des raisons que je vous expliquerai après. Là, je vous balance juste l'info comme as. Tant pis, on parlera pas de ça maintenant. Mais mon prono, ça serait, je dirais, Bardella à 25%, Mélenchon plus à 18%. Mais la barre pour le second tour moins élevée. Du coup, il peut tout à fait passer au second tour avec 18%. Mais est-ce qu'il y a un candidat type centriste, type Édouard Philippe, qui pourra faire plus que les 18% de Mélenchon? Je me pose la question. Pour moi, c'est la seule inconnue. Est-ce qu'il sera deuxième ou troisième avec ses 18%? Il peut totalement être deuxième. Voilà. Moi, c'est mon avis. Il va éclater ses 22%. Moi, je pense qu'il fera moins que 22%, mais que ça sera quand même probablement suffisant pour aller au second tour. C'est mon avis. C'est mon prono. Je me trompe peut-être. De toute façon, encore une fois, un prono à un an et demi à un an de la présidentielle, ça vaut rien. J'ai peut-être changé de prono d'ici là, mais voilà. Moi, si j'avais un prono à faire, c'est Mélenchon peut tout à fait passer au second tour. Il a bien plus de chances de passer au second tour que la dernière fois. Mais s'il passe au second tour, ça sera avec un score un peu inférieur à son score de 2022, mais quand même suffisant. Voilà, c'est mon avis. Parce qu'il y a quand même il y a eu un peu de vote utile, de vote pragmatique la dernière fois. Et là, il y a tellement de centristes qui vont serrer les fesses et avoir peur du second tour Mélenchon-Bardella que eux, ils voteront pas pour Mélenchon, ils voteront plutôt au centre. Et pour moi, s'il passera plus de 22 à 18%, c'est parce qu'il y a une partie de ces électeurs-là qui ont voté un peu utile Mélenchon qui, du coup, passe pas. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il fera un peu moins, qu'il fera quand même une belle campagne et un beau score final, mais que ça sera un peu moins que 2022, mais que ça sera probablement suffisant pour aller au second tour. Moi, c'est mon prono. Voilà. Mais de toute façon, je crois même la pas du team avec leur 5 graphiques et tout, c'est ce qu'ils disent, non? Ils disent la barre sera basse, donc il y a moyen qu'ils fassent moins qu'en 2022, mais ça sera suffisant pour passer au second tour, non? Ils disent pas pareil, ils disent pas exactement pareil la pas du team? Je suis pas sûr. Dites-moi. Bref, peu importe. On parlera de ça plus tard. Pourquoi on parle encore des présidentielles là? S'ils disent ça, bon, bah voilà. On est d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec eux pour ça, pour le coup. Voilà. En fait, c'est pas une hot take, hein, ce que je suis en train de dire. Ils mettent la barre à 16. Bah, moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai un peu peur que, quand même, peut-être un Édouard Philippe réussisse à capter énormément de votes utiles de la part de centristes en flip et que le but, ça soit Édouard Philippe doit être devant Mélenchon. Sans ça, c'est Bardella qui va gagner à la fin. J'ai peur vraiment que ce narratif fonctionne à plein régime et qu'on se retrouve avec un genre de Philippe Bardella second tour pour cette raison précise. Mais je sais pas. On verra. Et encore une fois, à un an, mais je démobilise pas les troupes. Mais c'est sérieux, les Bro 55? J'ai dit, bah moi je pense qu'il peut aller au second tour, même avec un score moins élevé qu'en 2022. En quoi c'est démotivant? Non mais faut arrêter, faut arrêter 5 minutes avec le discours, tu démotives les troupes là. En quoi c'est démotivant ce que je viens de dire? J'ai dit, moi je pense qu'il a grave moyen d'aller au second tour, let's go. Enfin, alors, c'est pas démotivant de dire ça. Oh là là, si pour être motivé, vous êtes obligé d'avoir un gars qui vote Mélenchon depuis 2012, dire Mélenchon fera nécessairement 27% au premier tour. Si c'est ça votre manière de rester motivé, c'est vous qui avez un problème, c'est pas moi. Hein. Mais j'annonce pas une défaite. Mais vous êtes sérieux? Mais franchement, il y a un moment donné, on a un an de la campagne. Vraiment, il y a un moment donné, ceux qui commandent ça, je vais vous mettre des time-outs. Hein, vous me fatiguez, genre. Oh, j'annonce une défaite de quoi? Je dis, il y a une possibilité, j'ai peut-être un peu peur que malgré tout, il y ait une forme. Attends, mais juste, vous voulez quoi? Vous voulez quelqu'un qui analyse? Ou vous voulez quelqu'un qui n'analyse pas et qui fasse juste ouais, Mélenchon? Moi, il va y avoir des moments où je vais probablement faire ça, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas. Est-ce que je peux quand même vous donner mes analyses malgré tout? Ou alors, du coup, ça y est, là, on change. Pendant un an, j'arrête d'analyser. Et vraiment, vraiment. Ça, on a un an de la présidentielle. Ce discours-là, à un moment donné, vous allez me casser les couilles, je vais vous ban, vraiment.
À un moment donné, je vais vous ban. C'est vous qui êtes démotivant. Ou dès qu'une personne commence un peu à essayer d'analyser, vous êtes en mode genre, tu es démotivant. Réfléchir, c'est déjà être démotivé. C'est vous qui êtes démotivant à dire que tout le monde est démotivant. Ça va. Oh. Vous êtes fatigant, hein. Voilà. Bref, je dis ça, c'est une personne. Mais je dis ça préventivement parce que ça va être de plus en plus simple, vous allez voir. Bref. En plus, on parle de Mélenchon après, là. 5 secondes, là, je finis l'article. C'est bon. Du coup, Mimi Marchand rêvait aussi d'être la première à mettre en scène sur papier glacé la relation intime du président du RN. Comme elle l'avait fait avec succès pour le couple Macron avant la présidentielle 2017. Mais malgré son intense campagne et sa proximité avec la maison des Bourbons des Deux Siciles, Jordan Bardella a décidé de faire appel au service d'un autre paparazzi, proche de Nicolas Sarkozy, selon le Nouvel Obs, pour rendre publique sa relation avec l'héritière royale, ce qui a rendu furieuse la patronne de Best Image, comme l'a révélé Le Monde. C'est très, encore une fois, là, on est dans l'anti-système, quoi. J'ai jamais vu un truc plus anti-système que ça, hein. Voilà. Bardella a plutôt choisi le Nouvel Obs, un proche de Nicolas Sarkozy, pour annoncer sa relation avec une princesse héritière de la maison royale, plutôt que Mimi Marchand qui l'avait fait avec Macron. Il a préféré de le faire avec Sarkozy. C'est vraiment ça. Plutôt que faire une Macron, il a préféré faire une Sarkozy. Plutôt que choisir une proche de Brigitte Macron, il a préféré un proche de Nicolas Sarkozy. Il n'y a rien de plus système que cette phrase. Il y a littéralement rien de plus système que cette phrase. Et c'est quoi ça? Bref. Oui, depuis l'arrêt de C8, Cyril Hanouna a pour sa part quitté les rives du groupe Bolloré pour rejoindre le groupe M6, où sa promesse de ne pas faire de politique a rapidement volé en éclats. Le soir du 27 avril, dans la foulée du vote sur le rapport à l'oncle, l'animateur recevait en exclusivité le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public, donc Charles Aloncle, voyant dans la publication à venir de son travail un truc de fou. Ouais, c'est bon, allez, ta gueule, Hanouna. En plus, il est un peu finito, Hanouna. Il était au centre du dispositif médiatique il y a encore pas longtemps. On parle de moins en moins que lui. Bon, je dis pas qu'il est finito, mais il est un peu perdu de sa superbe. On en parle quand même de moins en moins. Voilà, voilà.